Bonjour à tous, bienvenue à ce 18e point de presse du ministère des Armées de l'année 2022. Je vais commencer par vous présenter les points saillants de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et celui des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Mirallès, chargée de la mémoire des anciens combattants auprès de M. Lecornu, et Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère des Armées avant le focus thématique de ce point presse qui sera consacré à l'une des composantes qui contribuent aux forces morales de la nation, à savoir les réservistes. Nous accueillons aujourd'hui le général de division Louis-Mathieu Gaspari, secrétaire général de la Garde nationale, et son adjoint, le colonel François-Xavier Poibaud. Ils vous présenteront le rôle de la Garde nationale dans la montée en puissance des réservistes, ainsi que les actions menées sur l'ensemble du territoire dans le cadre des Journées nationales du réserviste, qui se tiennent pendant un mois depuis le 15 octobre. Enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous fera le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Un point fort dans l'agenda du ministre des Armées cette semaine, c'est l'inauguration, ce mardi, d'Euronaval, rendez-vous majeur du naval de défense qui se tenait à nouveau pour la première fois depuis 4 ans. Devant les acteurs majeurs du secteur, que sont la Délégation générale à l'armement, la BITD navale, la Marine nationale évidemment, mais également des délégations internationales venues en nombre, Sébastien Lecornu a d'abord mentionné les circonstances particulières dans lesquelles se tenait ce salon, à savoir un moment où on redécouvre la guerre de haute intensité. Dans ce contexte, le ministre a souligné, je le cite, que la France a des moyens importants avec sa Marine nationale, mais que le développement de ses capacités futures suppose, je le cite encore, d'avoir de la patience, car c'est un investissement forcément sur le long terme avec des paris sur l'avenir. Le ministre des Armées a également évoqué les choix de la France en matière de dissuasion nucléaire et la priorité assumée en matière d'innovation, notamment, disait-il, pour préserver nos intérêts sous les mers. Ce modèle, qui est crucial pour notre autonomie stratégique, engage la base industrielle, technologique et de défense, mais également l'export, d'où l'importance de ce salon qui permet à toutes les parties prenantes de se réunir, de se rencontrer, et le ministre concluait, pour avoir des conversations stratégiques sur la situation du monde que nous connaissons aujourd'hui. Je passe maintenant aux agendas de la semaine pour les deux secrétaires d'État. Madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendue hier à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de défense. Première visite à l'ECPAD qui lui a permis d'inaugurer la résidence d'artistes qui vient d'y être fondée. Le CPAD offre en effet à 2 artistes une assistance dans leur recherche avec un atelier studio, une assistance, un accès facilité aux archives et une aide à l'audition de leurs œuvres. Cette année, les deux artistes en résidence seront Serra, qui est déjà l'auteur d'une vingtaine de bandes dessinées, dont L'eau et la terre et Lendemain de cendre, et puis Camille Lavaux-Binetto, lauréate du prix Fauve Révélation au dernier prix du Festival d'Angoulême pour une BD intitulée La vie souterraine. La secrétaire d'État visitera lundi prochain, 24 octobre, la garde républicaine, grande unité qui, comme vous le savez, est notamment chargée des missions de sécurité des très hautes autorités et des résidences de l'État, dont le palais de l'Élysée. De son côté, Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, assistera demain à la clôture de la 228e session régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale à la préfecture de Nantes. Avec ses sessions régionales et nationales, l'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de promouvoir la culture de défense, de participer au renforcement de la cohésion nationale et de contribuer au développement d'une réflexion stratégique portant sur les enjeux de sécurité et de défense. Je passe à présent au sujet d'actualité du ministère, qu'aujourd'hui je vais vous présenter par milieu d'engagement, en commençant par le milieu maritime, puis par le milieu terrestre. Milieu maritime pour commencer, avec le salon Euronaval que j'ai évoqué tout à l'heure. Il a donc ouvert ses portes mardi au Bourget, avec près de 450 exposants, jusqu'à ce vendredi. Ce grand rendez-vous mondial des technologies navales du futur propose 4 journées d'exposition, auxquelles le ministère des Armées prend toute sa part. Nous avons un espace qui est organisé en plusieurs thématiques: le combat de haute intensité, l'innovation, le soutien et l'expertise de la DGA et la maîtrise des fonds marins. Euronaval donne au ministère l'occasion de présenter ses ambitions pour une marine de combat au spectre capacitaire renouvelé et modernisé,
apte à faire face au retour du combat à haute intensité en mer, où il s'agit, in fine, de dominer nos adversaires potentiels. Sont par exemple visibles sur l'espace ministériel une maquette du porte-avions nouvelle génération, mais également les capacités développées en matière de maîtrise des fonds marins. Et justement, afin de développer ces capacités de maîtrise des fonds marins, la DGA a notifié à l'industriel norvégien Kongsberg Maritime un contrat de location pour la mise en œuvre du véhicule autonome non habité, UGIN, pouvant opérer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Ce contrat a été notifié le 12 août 2022. Son montant est de l'ordre de 4 millions d'euros et il s'inscrit dans le cadre de la stratégie ministérielle de maîtrise de fonds marins qui vous avait été présentée ici à Ballard en février dernier. C'est également au titre de cette stratégie que la Marine nationale conduit depuis le 4 octobre 2022 une première campagne d'expérimentation de drones sous-marins grand fond. Cette première étape de définition d'une capacité exploratoire repose sur la location de différents matériels français et étrangers, autonomes ou téléopérés, et actuellement disponibles sur le marché. Ils ont vocation à être utilisés pendant ces campagnes d'expérimentation, et grâce à ces campagnes, la DGA et la Marine nationale seront en mesure d'affiner, puis de définir un concept d'emploi. Une seconde étape, définie en synergie avec le plan d'investissement France 2030, permettra de disposer à terme des capacités souveraines grand fonds dont nous avons besoin. Dans le même champ capacitaire, la maîtrise des fonds marins, la DGA a également notifié à la société X-Blue le 26 septembre 2022 un marché d'expérimentation du DRIX, drone hydrographique de surface supervisé, dans le cadre du programme Capacité hydrographique et océanographique futur, dit CHOF. Ce programme CHOF vise à remplacer les bâtiments hydrographiques La Pérouse, Borda et Laplace qui ont été mis en service en 1988 et 1989 et qui devraient être désarmés entre 2025 et 2027. CHOF est un programme stratégique car au-delà de l'entretien de la cartographie maritime, les missions de ces bâtiments et donc de ces drones qui les remplaceront sont et seront essentielles pour la surveillance, la compréhension, le contrôle et la maîtrise des activités sous-marines. Le DRIX permettra d'étendre les capacités d'inspection et de cartographie sous-marine en planifiant des missions complexes, en augmentant ou en améliorant la qualité des relevés de données en masse et qui figurent parmi les fonctionnalités attendues de ce drone de nouvelle génération. Pour finir, quant au milieu maritime, je vous rappelle la tenue aujourd'hui du 6e symposium des chefs d'état-major des marines riveraines du Golfe de Guinée, qui vous a été présenté par le contre-amiral Ray la semaine dernière, ici même. 18 des 19 pays riverains du Golfe ont répondu présent. Y participent également 8 pays européens et de nombreuses représentations d'organisations françaises et internationales. L'objectif de ce congrès annuel est de favoriser le dialogue et le partage d'expériences entre les marines des pays riverains du Golfe de Guinée et de leurs partenaires internationaux. Il s'agit de consolider une approche commune des réponses militaires et navales aux questions relatives à la sécurité maritime dans cette zone qui, comme nous l'avons dit la semaine dernière, est une zone qui pose un certain nombre de problèmes. De ce point de vue-là, l'édition 2022 se concentre sur 3 sujets, la formation et l'entraînement opérationnel, le partage de l'information maritime et la sécurité environnementale. Après ces actualités maritimes, passons à présent au milieu terrestre. Tout d'abord, un sujet de préparation opérationnelle conjugué à l'innovation avec le déroulement en ce moment même de la 2e édition du challenge de collaboration homme-machine, dit challenge COHOMA. Il est organisé par le Battle Lab Terre, soutenu par l'Agence de l'innovation de défense. Le principe de ce challenge est de mettre en situation des systèmes proposés par les équipes participantes, industriels, chercheurs et étudiants, en exécutant des scénarios tactiques auxquels ont été confrontés nos armées en opération, donc qui ont été réellement vécus par les militaires de l'armée de terre. Le 4 octobre dernier a eu lieu la présentation des modalités pratiques du challenge aux équipes participantes, ainsi que le thème de cette année, qui est « S'emparer d'eux ». Pour cette nouvelle édition, 20 équipes sont en compétition. Elles sont composées de 31 grandes entreprises, PME, start-up, 13 écoles, 9 laboratoires, une association d'industriels ainsi qu'une association étudiante. Les équipes ont jusqu'au 24 novembre pour présenter leurs réponses tactiques et leurs stratégies aux problèmes tactiques qui leur sont posés. Elles restitueront sur pièce et sur place en mai 2023
au camp de Bennes dans les Yvelines. À l'issue de ces mises en situation, la meilleure équipe se verra récompensée lors d'une cérémonie officielle qui se tiendra en juin prochain. Pour plus d'informations sur ce challenge, et notamment les prochaines étapes qui sont ouvertes à la presse, je vous invite à vous rapprocher du CIRPATER. J'en viens maintenant à un anniversaire, toujours dans le milieu terrestre, celui des plongeurs de combat du génie, donc spécialistes de l'armée de terre pour l'intervention en milieu aqueux, les rivières, les lacs, les fleuves. Cette année, les plongeurs de combat du génie célèbrent leurs 75 ans d'existence, sollicités pour mener des missions de reconnaissance, d'appui au franchissement de cours d'eau, ou encore des travaux et des recherches subaquatiques. Ces spécialistes développent en permanence leur expertise. Ainsi, à l'occasion de cet anniversaire, ils inaugurent leur premier champ de tir nautique. Cet événement, auquel est invitée la presse, se déroulera au lac d'Appelschild à Bitsch en Moselle les 8 et 9 novembre prochains. Plusieurs ateliers vous permettront d'appréhender au plus près la technicité des plongeurs de combat du génie, tir à bord d'embarcations pneumatiques en déplacement, tir sur sac étanche en surface, sortie d'eau, vérification de non-pollution d'une berge, relevage d'un engin blindé coulé. En parallèle, un village des industriels y présentera également les dernières technologies mises en œuvre par les plongeurs militaires, dont les drones et les robots sous-marins. D'ici à cet événement, je vous invite à voir ou à revoir, si vous ne l'avez pas déjà fait, le journal de la Défense de septembre dernier, qui est disponible sur YouTube et en replay sur la chaîne parlementaire LCP, qui est justement consacré aux plongeurs, mais dans l'ensemble des armées, Marine nationale, Armée de l'air et Armée de terre. Nous allons en voir un bref extrait. Plongeurs de bord, plongeurs démineurs, nageurs de combat, sauveteurs-plongeurs, plongeurs de combat du génie. Des soldats spécialisés qui ont fait de l'eau une seconde nature. Le journal de la Défense vous embarque dans leur quotidien hors du commun, dimanche à 19h30. Plongeurs de bord. Enfin, pour le milieu terrestre, je vous rappelle que cette semaine se tient le championnat national du chien militaire qui est organisé par le 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes. Ils mettent en compétition les meilleurs binômes maître-chien autour de plusieurs épreuves, patrouille, dressage, intervention et pistage. Et avant de passer au focus thématique de ce point presse, un mot d'un rassemblement sportif un peu particulier qui concerne l'ensemble du ministère, celui de la compagnie été du bataillon de Joinville qui se tiendra à la base aérienne 123 d'Orléans. Alors pourquoi la compagnie été du bataillon de Joinville ? Parce qu'elle regroupe les sportifs militaires de haut niveau, des disciplines autres que celles qui sont spécifiques à l'hiver, par exemple comme le ski, et qui sont justement rassemblées dans la compagnie hiver du bataillon de Joinville. Ce rassemblement, donc de la compagnie été, vise à faire découvrir à 88 sportifs de haut niveau de l'armée des champions, affectés au bataillon de Joinville du Centre national des sports de la défense, l'univers des militaires de la base aérienne 123 et à leur faire partager leur quotidien. Parmi ces sportifs, une douzaine de champions du monde, médaillés olympiques ou paralympiques. L'objectif de ce rassemblement particulier est d'accroître la culture défense de ces athlètes, leur ancrage dans l'institution et de développer entre eux l'esprit de cohésion qui est nécessaire à la performance sportive. Alors la culture défense et la cohésion sont également deux valeurs clés chez les réservistes, auxquelles est consacré le focus thématique de cette journée. L'importance des réservistes pour nos armées n'est plus à redire. En revanche, il est toujours nécessaire de favoriser leur recrutement, de valoriser et parfois de faire admettre leur engagement auprès de leurs employeurs, de soutenir leur fidélisation et bien sûr d'assurer leur bon emploi dans et au soutien de nos forces. De fait, le ministre estimait qu'en cas de menace hybride ou de crise, les réserves peuvent jouer un rôle majeur pour permettre aux armées de monter en puissance. Sébastien Lecornu a annoncé vouloir doubler, vous le savez, le nombre de réservistes opérationnels. Et pour lever les freins à l'engagement, pour identifier les leviers nécessaires pour susciter davantage de vocations, il a lancé, il y a quelques semaines, un groupe de travail composé de militaires, de parlementaires, d'organisations syndicales et patronales et d'associations. Ce groupe de travail, le général Gasparri en reparlera, est chargé de formuler des propositions pour faire évoluer la réserve, propositions qui nourriront la prochaine loi de programmation militaire. La feuille de route ministérielle est très claire. Contribuer à la défense nationale de son pays doit devenir un droit. Chaque Français doit pouvoir s'engager comme réserviste militaire
et participer à la protection de la nation. Quelques chiffres pour mieux appréhender le rôle crucial de la réserve. À l'heure actuelle, nos armées et services comptent 40 000 réservistes opérationnels de niveau 1. Je n'évoque ici que ces réservistes opérationnels, car le général Gaspari, tout à l'heure secrétaire général de la Garde nationale, précisera la différence entre les réservistes opérationnels de niveau 1, de niveau 2, ainsi que la réserve citoyenne. Donc parmi les 40 000 réservistes opérationnels que je viens d'évoquer, 25 000 servent dans l'armée de terre. Sur ces 25 000, 2 400 sont engagés tous les jours dans des missions variées, qui vont comme sentinelles ou vigipirats de la protection des populations sur le territoire national à celle d'installations militaires, en passant, comme Héphaïstos, la lutte contre les feux de forêt, par l'assistance aux services publics et de secours aux populations en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique. Il y a dans la marine près de 6 000 réservistes opérationnels, soit 15% de ces effectifs. 28% d'entre eux, c'est-à-dire près d'un tiers, sont engagés quotidiennement dans les missions de protection des bâtiments et des emprises. Par ailleurs, la participation de la marine aux journées de défense-citoyenneté s'appuie essentiellement sur les réservistes, qui représentent 60% des effectifs de la marine envoyés au contact des jeunes Français. Et de même, les 5 000 réservistes opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace sont non seulement au cœur des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle quotidienne de l'armée de l'air et de l'espace, mais également ouvertes sur la société civile et la jeunesse. À ces réservistes opérationnels des trois armées s'ajoutent ceux qui servent au sein de la délégation générale à l'armement, mais également au sein des services interarmées, le service de santé des armées, le service du commissariat des armées ou le service des essences opérationnelles, par exemple. Je cède là maintenant la parole au général Gaspari. Merci mon général. Oui, merci mon général. Mesdames, Messieurs, alors moi je vais pendant quelques minutes vous parler de la Garde nationale, dont j'ai la chance d'être le secrétaire général depuis le 1er août 2022. Alors, bien conscience que la Garde nationale est un concept relativement récent, donc forcément il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, il faut que je vous rafraîchisse la mémoire sur ce qu'est la Garde nationale, et donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire pendant quelques instants. La Garde nationale, remontons à 2016. En fait, elle a été mise en place par le président de la République à l'époque, après la vague d'attentats terroristes qui a frappé la France en 2015 et en 2016. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a eu un gros élan, une grosse vague de jeunes qui ont dit « moi je veux être utile à mon pays après les drames qu'on a connus, et donc je veux m'engager ». Et donc le président de la République a évoqué dès 2015 l'idée de faire une garde nationale, et l'idée a été transformée après l'attentat de Nice du 14 juillet de Nice. Et donc la garde nationale a été mise en place pour fédérer un petit peu toutes les énergies de ces jeunes qui voulaient s'engager pour leur pays. Aujourd'hui, la garde nationale fédère 77 000 réservistes opérationnels. Alors, tout à l'heure, le général Gravette a parlé de réservistes citoyens, de réservistes qui appartiennent à la RO2, à la réserve opérationnelle de deuxième niveau. Moi, mon sujet à la garde nationale, c'est la réserve opérationnelle de premier niveau, c'est-à-dire les jeunes qui ont décidé de donner du temps pour être utiles à leur pays, mais également des gens qui ont terminé leur contrat dans les armées et qui ont décidé de servir avec un contrat toujours dans les armées ou les forces de sécurité intérieure, puisque la garde nationale, c'est deux piliers en fait, un pilier armé et un pilier intérieur. Le pilier armé sont les armées, directions et services que vous connaissez. Le pilier intérieur, c'est la réserve opérationnelle de la police nationale et celle de la gendarmerie nationale. Donc aujourd'hui, la garde nationale, c'est 77 000 réservistes. Chaque jour, sur le territoire national, il y a 7 000 réservistes qui sont engagés au quotidien aux côtés des forces armées ou des forces de sécurité intérieure et qui contribuent à la protection de la population et au renforcement de la sécurité du territoire. 7 000, donc c'est un effort assez important qui est fait par la réserve. Et aujourd'hui, un réserviste en moyenne, c'est 30 jours d'activité par an qu'il donne de son temps. Donc c'est en quelque sorte un militaire ou un gendarme à temps partiel, pour prendre une image que tout le monde comprendra, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, retenez que ce sont des gens qui ont décidé de donner du temps pour leur pays, sans toutefois faire du métier des armes leur occupation principale. Il y a, pour favoriser l'engagement, la garde nationale a un levier
qui est assez important et dont je tiens à vous parler. Ce sont des conventions de partenariat qui lient le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur avec les entreprises. Au sein des entreprises, il y a évidemment des gens qui travaillent pour le bénéfice de l'entreprise qu'ils représentent, mais parmi eux, il y a aussi des gens qui ont une double casquette. Certes, ils travaillent au sein de leur entreprise, mais ils sont aussi réservistes. Et donc, l'idée, c'est de dresser un partenariat gagnant-gagnant entre le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur et les employeurs, de manière à ce que les employeurs puissent donner et permettre à leurs réservistes d'être employés sur le territoire national pour remplir les mêmes missions que les forces armées ou les forces de sécurité intérieure. Donc il y a des partenariats, il y a des accords qui sont passés avec les entreprises pour faciliter l'employabilité des réservistes. Aujourd'hui, on a 900 conventions de partenariat qui sont passées entre le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur et les entreprises, et qui concrètement permettent d'aller un petit peu plus loin que ce que la loi autorise dans l'emploi des réservistes. Donc, il y a des minimums légaux, donc 5 jours ou 8 jours. Un réserviste peut demander à son chef d'entreprise de partir 8 jours pour travailler au bénéfice des armées. Mais on se rend compte qu'avec ces partenariats qui sont dressés, qui sont tirés, conclus, il y a un nombre de jours d'activité qui arrive à 30 jours. Donc on est vraiment sur un partenariat gagnant-gagnant. Et en fait, c'est tout bénef aussi pour les employeurs, c'est ce qu'ils nous disent quand on parle avec eux. C'est-à-dire que les armées forment des cadres de leur entreprise qui bien souvent détiennent des compétences dans le management, dans la manière de diriger des équipes. Et donc ces compétences-là sont très utiles au sein des entreprises. Quand il s'agit d'animer un projet, de conduire un projet. Donc les chefs d'entreprise sont contents de pouvoir s'appuyer sur ces compétences-là et sur cette expérience-là. Donc on est vraiment sur l'idée d'un partenariat gagnant-gagnant. Et puis la garde nationale est aussi très féminisée, puisqu'on est quand même on fait attention à ce point-là. Donc aujourd'hui, on a sur les 77 000 réservistes, on a 21% de jeunes femmes qui ont décidé de rejoindre la garde nationale. Donc voilà. Et 35% de ces réservistes, de ces 77 000, sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc on est vraiment sur la recherche d'engagement d'une population jeune. Pourquoi jeunes ? Parce qu'en fait, on va essayer de les fidéliser ensuite. Et donc, ce sont des gens que l'on va former au départ, mais qui vont pouvoir continuer à rendre des services pendant de nombreuses années. Donc, évidemment, la fidélisation est aussi un des leviers que la garde nationale essaye de développer au maximum. Plus d'un réserviste sur 2 est également un actif. Ça veut dire qu'il a un métier dans la société civile, au sein de l'entreprise. Et donc, c'est aussi un chiffre important. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur la garde nationale, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la garde nationale, aujourd'hui, elle est un peu au carrefour de toutes les préoccupations, notamment celle du président de la République qui a dit le 13 juillet au soir à l'hôtel de Brienne, dans son discours aux armées, qu'il avait une ambition pour la réserve et qu'il souhaitait doubler le volume de réservistes opérationnels. Il a parlé aussi de rehausser les forces morales du pays. Et donc les réservistes, qui bien souvent sont ancrés dans un territoire, contribuent donc à renforcer la cohésion nationale au sein des territoires. Il constitue également un outil de résilience indéniable. L'engagement récent des nombreux réservistes sur le territoire national, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins, montre que les réservistes sont des outils qui permettent à l'État, au gouvernement, enfin à l'État, de surmonter des crises. Je pense notamment à la crise sanitaire. Donc, on a eu un fort engagement de réservistes au moment de la crise sanitaire. Il y a eu la tempête Irma en 2017, on remonte un petit peu plus loin, mais qui a totalement dévasté l'île de Saint-Martin. Et donc, il y a des compagnies de réservistes qui sont parties pour aider la population à remonter la pente. Et donc, les habitants de Saint-Martin étaient bluffés parce qu'ils ne savaient plus, ils ne savaient pas s'ils allaient faire des militaires actifs ou des réservistes. Et donc, pour eux, c'était des représentants des forces de sécurité intérieure, des forces armées qui étaient là pour les aider. Donc, c'est aussi ça. Après, on a connu la crise sanitaire, on a connu la crise environnementale, demain, la crise énergétique. Et donc, on peut penser que les réservistes prendront une part de plus en plus importante au contrat opérationnel que les armées doivent remplir.
Voilà pour ça. Alors, maintenant, je vais revenir un petit peu sur les journées nationales de réservistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les JNR, en fait, les journées nationales des réservistes, sont un peu la fête des réservistes. Un seul but, un seul objectif, valoriser et mieux faire connaître l'engagement des réservistes au sein des territoires. C'est ça l'objectif des journées nationales des réservistes. Alors, il y a 3 temps pour les JNR cette année. Donc un premier temps qui est derrière nous, c'était vendredi à la Cité internationale universitaire, la garde, avec les rencontres dans la garde nationale. Donc la garde nationale a créé un événement pour parler de la thématique réserviste au cœur des territoires. Donc l'idée, c'est de passer ensemble avec beaucoup de personnes d'horizons très différents, des chercheurs, des universitaires, des hommes politiques, des élus, des réservistes, évidemment, aussi des représentants des forces armées, des forces de sécurité intérieure, pour voir un petit peu quelle allait être la place, le rôle demain des réservistes au sein des territoires. Ensuite, depuis samedi, on a beaucoup d'événements qui sont organisés dans les territoires pendant un mois, qui visent, comme je vous l'ai dit, à valoriser et à mieux faire connaître l'engagement des réservistes pour leur pays. Donc il y a en moyenne, enfin cette année en tout cas, sont prévus 160 événements dans les territoires pour arriver à valoriser l'engagement des réservistes. Alors ces événements sont organisés partout en France et outre-mer. Bien souvent ce sont des rencontres dans les universités, en milieu scolaire, ce sont la présentation de parcours aussi de réservistes, des témoignages qui sont donnés ici ou là, des parcours citoyens, des rencontres avec les jeunes, et ça marche plutôt bien. Donc l'année dernière, on était sur 75 événements, cette année, on passe à 150, donc vous voyez, on est clairement dans une montée en puissance, et la garde nationale n'a d'objectif que de pouvoir permettre de réaliser l'objectif quantitatif, et si possible aussi qualitatif, fixé par le président de la République, donc doubler le volume de réservistes opérationnels. Et puis ces JNR seront clôturés le 15 novembre de manière un petit peu solennelle par une cérémonie de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, au cours de laquelle donc, les 2 ministres intérieurs et armés devraient venir, les chefs d'état-major des armées, les associations de réservistes, des jeunes réservistes, enfin un peu tous les réservistes. Voilà ce que je voulais vous dire sur la garde nationale, les journées nationales des réservistes. Merci, mon général. J'ai oublié tout à l'heure de me livrer à vos questions. Donc, nous livrons tous les deux à vos questions, tant sur la garde nationale, les journées nationales des réservistes et les différents sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. Général, j'ai quelques questions. Je connais, j'avoue, mal connaître le sujet, donc j'espère que ça vous ramènera pas trop loin. Mais comment se passe la formation initiale d'un réserviste, par exemple un jeune de 25 ans qui vient vers vous, comment vous le prenez en charge, combien de temps ça dure? Une question sur les finances, en fait. Comment ça fonctionne, par exemple, pour un salarié? Est-ce qu'il reçoit une compensation financière? Est-ce que c'est l'entreprise qui lui paye son salaire? Enfin, ça, je l'ignore complètement. Et une question peut-être plus liée à l'actualité prochaine. Est-ce que d'ores et déjà, les services de l'État vous ont fait part de leurs besoins concernant les Jeux Olympiques? Merci. Alors, je vais essayer de répondre aux 3 questions que vous avez posées, madame, sans en oublier aucune. La première, ça concerne la formation des réservistes. En fait, quand un jeune décide de s'engager pour donner du temps à son pays, évidemment, il est accueilli au sein d'une armée ou d'une force de sécurité intérieure pour qu'on lui permette de répondre à son engagement. Alors, évidemment, il y a une période de formation initiale qui est faite par chaque composante de la garde nationale. Donc, il y a 10 composantes au sein de la garde nationale. Et chacune est responsable de la formation de ces réservistes. Alors une formation, elle dure 3 semaines en moyenne. Donc c'est une période bloquée. Généralement, ça se passe l'été, parce que tout le monde est... Enfin, les jeunes sont plus disponibles l'été. Et donc on les prend avec une connaissance zéro, et puis on les emmène, au bout de 3 semaines, à connaître les actes élémentaires ou les actes réflexes du combattant, pour reprendre une expression que vous comprendrez aisément, mais c'est pas totalement cela, c'est pas totalement exact. Mais en tout cas, cette période de formation initiale, elle est extrêmement importante, parce que elle va conditionner la réussite de l'emploi du réserviste sur le terrain. Donc mieux on les forme, mieux ils feront leur boulot. Et donc, cette période-là, elle est sanctuarisée, elle est essentielle pour nous. Elle est absolument cruciale et essentielle. Ensuite, votre deuxième question, c'était... Sur la solde.
La fidélisation. Alors, Le financement et la solde. Alors évidemment, un jeune qui décide de faire de la réserve, il bénéficie d'une rémunération. C'est-à-dire qu'il est payé au même taux qu'un militaire d'actif, mais au 30e, si on prend une solde sur un mois, il touche un 30e chaque jour de la solde d'un militaire d'actif. Parallèlement, je vous ai parlé des relations avec les entreprises tout à l'heure. Un entrepreneur qui laisse partir son employé pour faire de période de réserve, il peut déduire, il peut continuer à verser son salaire normalement aux réservistes. Donc, en contrepartie, il pourra déduire de sa charge fiscale, en fait, le montant, 60% de la somme du salaire qui est versé aux réservistes. Donc, c'est un peu technique, hein, je suis désolé. Mais en fait, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Le réserviste, évidemment, il faut qu'on le rémunère, mais il faut aussi que l'entrepreneur qui laisse partir son réserviste s'y retrouve aussi. Donc, il y a des mesures d'incitation qui ont été mises en place pour ça. Et votre dernière question, c'est les Jeux Olympiques de Paris. Alors, évidemment, la réserve va prendre une part active à la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris, mais qui n'ont le mot que de Paris, en fait, parce qu'il y a quand même des épreuves qui vont se passer à Tahiti, les épreuves de planche à voile. Donc, il y en aura partout sur le territoire. Donc, la garde nationale, évidemment, va contribuer à la manœuvre globale conduite par les armées et par les forces de sécurité intérieure pour essayer pour garantir la sécurité de cet événement d'ampleur. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. La garde nationale va y participer. Donc là, il y a des décalages maintenant qui doivent s'opérer entre ministères avec la délégation sur les Jeux Olympiques pour essayer de voir dans quelle proportion les réserves vont s'engager. Donc je sais qu'il y a des discussions au niveau de l'état-major des armées là-dessus, parce que autant les gardes nationales traitent de tous ces problèmes de recrutement, de fidélisation, d'attractivité, de communication autour des réserves, autant l'emploi reste l'apanage de l'état-major des armées. Bonjour, William Molinier, Europe 1. Juste pour poursuivre la question de ma consoeur sur les volumes, est-ce qu'on vous a fait part d'un volume de réservistes qu'il faudrait avoir notamment mobilisé pour les Jeux Olympiques, et quel est ce volume, ou en tout cas vous, les projections que vous pouvez en faire, vous le chiffrez à combien à peu près? Alors bon, pour l'instant, en fait, il y a un moment important qui va intervenir à Paris, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous savez on parle de l'affaire sur la Seine, et donc évidemment ça va représenter des forces assez importantes en volume. Mais alors quelle part de la garde nationale des réservistes vont être engagés sur cet événement? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais en tout cas ça discute évidemment. Donc je sais que la délégation qui s'occupe des Jeux Olympiques a formulé déjà des demandes en matière de forces mobiles pour la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Mais évidemment, après, il y a d'autres acteurs qui vont participer à la sécurisation de l'événement. Je pense à la sécurité privée. Mais ce qui s'est passé à Londres en 2012 fait que c'est pas toujours très fiable. Et donc, les armées ont été engagées quand même à Londres, enfin, pas l'armée anglaise, pour pallier l'absence de sécurité privée. Donc il y a un peu tous les scénarios qui sont étudiés aujourd'hui, mais en tout cas, là, on est encore un peu trop loin de l'événement pour que je sois en capacité de vous dire c'est tant de pourcentage de la garde nationale qui sera engagée dessus. En général, bonjour, Pierre Julien, indépendant. Je vais revenir un peu sur le basique. À partir de quel âge peut-on rejoindre la garde nationale? Jusqu'à quand? Ce sont des contrats. Vous avez parlé, ma présidente a posé la question au niveau effectivement du financement. Et ce recrutement se fait comment? C'est-à-dire, vous les attirez à travers ces campagnes effectivement de publicité peut-être? Le mot publicité va peut-être vous choquer, mais où ça se fait par régiment, par unité, par escadron, on essaye de retrouver des jeunes et on les ramène terre, air, mer, gendarmerie, police nationale. Alors, j'essaie de répondre là aussi dans l'ordre à vos questions. La première portait sur l'âge. L'âge minimum pour déclarer sa candidature, pour être volontaire pour rejoindre la réserve, quelle qu'elle soit, intérieure ou armée, c'est 17 ans. On peut engager la démarche à partir de 17 ans.
Après, l'âge limite aujourd'hui se situe autour de 40 ans. Mais tout ça, le ministre des Armées a décidé de... Voilà, là, je vais peut-être reprendre la parole justement simplement pour le ministère des Armées, pour préciser que l'âge minimum, c'est 17 ans, et tant que le mineur n'est pas majeur, avec autorisation parentale, bien sûr. La deuxième chose, c'est que les limites d'âge peuvent être diverses en fonction des types de réserves, et que le ministre a lancé donc, dans le groupe de travail, qui doit répondre notamment à une question, quels aménagements en matière d'âge limite ou d'âge tranche supérieure d'âge doit-on élaborer, doit-on changer pour pouvoir justement avoir un vivier de recrutement plus large et pour pouvoir faire participer plus de Français qui seraient volontaires à la défense de leur pays, puisque ça va devenir non plus un droit, ça doit devenir un droit. En fait, le ministre, pour compléter les propos du général Cravette, le ministre dit moi j'ai besoin de compétences particulières. Des gars qui font des jeunes qui font de la lutte contre la cybercriminalité, la cyberdéfense, la lutte informatique offensive, défensive, mais ça peut être aussi des logisticiens. Les armées ont besoin de logisticiens. Mais un jeune qui est un hacker, s'il vient chez nous, qui court un 3000 mètres en moins de 12 minutes, mais c'est pas notre sujet. En fait, nous, ce qu'on lui demande, c'est de nous aider à lutter contre les agressions informatiques cyber. Et donc ça nécessite des compétences particulières qui sont peut-être un petit peu moins exigeantes que celles qu'on va demander à un jeune qui a décidé de rejoindre une unité de combat ou faire la protection de la population sur le terrain dans le cadre d'une mission Sentinelle, par exemple. La durée du contrat, alors ça varie. Le contrat, c'est 1 an, renouvelable 5 fois. Donc on peut aller jusqu'à 5 ans. Mais voilà. Donc après, les contrats peuvent être reconduits. En règle générale, aujourd'hui, on est quand même sur des contrats de plusieurs années. On a tout intérêt à aller chercher à fidéliser les jeunes pour qu'ils servent plusieurs années dans la réserve, parce qu'autrement, on va faire que les former. Et puis on va perdre. Il y aura un taux d'attrition qui sera évidemment trop important, qui ne nous permettra pas de remplir les missions qui sont confiées à la réserve, en tout cas de répondre à l'attente du président de la République, qui est de doubler la réserve. Je sais que c'est enregistré, donc je vais reposer une question supplémentaire. Ce n'est pas en concurrence finalement avec le SNU? Ah non, pas du tout. Non, sincèrement, dans l'engagement, il y a de la place pour tout le monde. Alors sur le SNU, comme vous le savez, on ne peut pas encore s'engager sur les modalités ni sur les volumes. Ce qu'on peut dire, c'est que la garde nationale regroupe un certain nombre, 10 composantes, les général Gaspari, opérationnelles, qui visent donc à être formées puis employées. Ce que sera le SNU sera défini dans les mois qui viennent, mais ne constitue pas nécessairement et premièrement un engagement militaire. Dans le SNU, il y aura une phase militaire. Il y a déjà, sur les 3 phases existantes, une phase militaire pour ceux qui sont volontaires. Et donc on verra et on vous le dira dès que les orientations du président de la République seront consolidées et seront connues. On vous dira évidemment comment ça se décomposera et quelle sera l'implication des armées. Mais là, exactement comme pour la participation, la mobilisation des armées pour les JO 2024, il est un peu tôt pour en parler. S'il n'y a pas d'autres questions en salle, y a-t-il des questions? Pardon. Pascal Samama, BFM. Juste une question sur les missions des réservistes. Elle concerne uniquement le territoire national ou ça peut être des missions à l'extérieur? Oui, en fait, la réserve, la garde nationale, c'est un couteau suisse. Donc il y a des gens qui vont travailler sur le territoire national, il y a d'autres réservistes qui vont travailler dans les Outre-mer. Il y a des réservistes qui participent aussi à des missions en opération extérieure, parce qu'ils ont une compétence particulière qui fait que cette compétence peut être utile dans le cadre d'une opération extérieure. Donc, si vous voulez, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde et tous les profils. Et je vais rajouter presque même toutes les durées. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. On a évoqué la durée des contrats. On n'a pas évoqué la durée de l'engagement et de la mobilisation tous les ans. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est en moyenne de l'ordre d'une 30aine de jours par an. Lorsque des compétences spécifiques de réservistes sont utiles ou on en a besoin en opération extérieure, on peut monter jusqu'à 120 jours d'engagement et même un peu plus dans l'engagement opérationnel à l'étranger. Mais ce sont des cas qui ne sont pas les plus nombreux. Juste pour revenir sur les OPEX, vous avez des exemples à donner sur le type d'OPEX? Par exemple, Barkhane, il y avait des réservistes?
Alors là, on va peut-être laisser le colonel Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, prendre la parole pour vous répondre. Oui, effectivement, on peut déployer des réservistes en OPEX, tout à fait. Je n'ai pas d'exemple sous la main. Je reviendrai vers vous. Juste un exemple, je reviens de Barkhane. J'ai passé un an à Barkhane. J'étais avec un réserviste. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est enregistré. On a des confrères aussi. Voilà, juste pour donner un exemple suite aux propos de l'état-major des armées. Donc moi, je reviens d'un an de l'opération Barkhane et j'avais un réserviste qui faisait donc ce nombre de jours supplémentaire par rapport aux 30 jours et qui était à mes côtés au G5 Sahel. Officier ? C'était un officier ? Oui, c'était un officier, donc il était auto-entrepreneur spécialisé dans un besoin que nous avions pour les armées au niveau informatique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des compétences. On a l'avantage d'avoir ce réserviste qui venait sur une opération qui s'est déroulée, donc Barkhane, et qui a pu prendre beaucoup de savoir-faire au contact des armées et repartir après dans le monde civil. Donc ce que disait le général Gaspari, c'est que c'est un win-win. Aujourd'hui, il retourne avec des compétences, il s'est mélangé, il a assuré le lien armée-nation, et il repart plus fort aujourd'hui dans le bassin, c'est le bassin du Sud, près de Toulouse. Voilà. Est-ce que vous connaissez le taux de transformation, le nombre de réservistes qui s'engagent réellement après une période de réserve? Alors, plus il est important, mieux c'est, en fait. Et parce que ce sont des jeunes qui sont formés, qui sont acculturés au monde militaire. Donc évidemment, si on arrive à les engager au bout du bout, nous, ça nous intéresse. Alors, je ne connais pas le taux de transformation, mais en tout cas, évidemment, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir aussi, parce que ça nous permet de recruter et d'aller chercher des jeunes qui sont déjà formés. Donc c'est évidemment une ressource extrêmement intéressante pour nous. Alors effectivement, il y a une transformation, entre guillemets, d'engagement dans la réserve qui se traduit par un engagement dans l'active. C'est un fait et il est souhaitable et il favorise le recrutement des armées. Ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est bien d'augmenter les forces morales de la nation, donc de tout le secteur qui n'est pas militaire, et donc d'avoir le plus grand nombre de réservistes possible, et qu'il y ait en plus cette espèce d'auto-fécondation entre le monde civil et le monde militaire, y compris en termes de compétences, le colonel Poibaud vient de l'évoquer, mais également en termes de rayonnement et de transfusion de l'esprit de défense. Puisqu'on aime les pourcentages, éventuellement les anciens militaires donc ont fini leur contrat, pas trop vieux, qui restent, vous avez un pourcentage à peu près de ceux qui refont la démarche pour revenir dans la garde nationale? Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là constituent une ressource extrêmement intéressante, extrêmement importante, parce que ce sont des gens qui sont formés et qui continuent à vouloir servir, à donner du temps pour leur pays. Donc évidemment, c'est une ressource qui nous intéresse. Évidemment, c'est une ressource qui est extrêmement intéressante. Monsieur Julien, nous n'avions pas prévu de vous donner une litanie de chiffres, mais de nous concentrer sur les chiffres essentiels. Donc on reviendra vers vous pour répondre à vos questions extrêmement précises. Et y a-t-il d'autres questions, à la fois pour la garde nationale, mais également sur tous les autres sujets qui ont déjà été abordés? Et s'il n'y a plus de questions... Juste un dernier mot. En fait, c'est un sujet passionnant, la garde nationale. Ça fait que 2 mois que je suis là, mais je me régale. Je me régale parce que c'est la jeunesse, parce que c'est l'engagement au service du pays. Et donc, c'est passionnant. Et vraiment, on a des jeunes qui sont convaincus de la nécessité, qui sont convaincus de vouloir donner du temps pour leur pays. Et donc, c'est extrêmement valorisant pour eux. Et donc, n'hésitez pas à en parler. Y a-t-il des questions en ligne? En général, il y a peut-être des questions en ligne auxquelles il faudra répondre.
Pas de questions au téléphone. Merci. Donc, mon général, merci beaucoup. Le colonel Gaudière va maintenant nous faire le point hebdomadaire sur les opérations militaires de la France. Merci, mon général. Alors, le tour des opérations qui ont eu lieu pendant la semaine a commencé par le flanc est de l'Europe, où les armées françaises sont pleinement engagées dans le renforcement de la posture de l'OTAN comme allié fiable, crédible et solidaire. Elles contribuent activement aux missions de réassurance avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une démarche ferme mais non escalatoire. Alors tout d'abord, en Estonie, avec notre détachement Lynx, où le sous-groupement tactique interarmes a conclu cette semaine la séquence commencée la semaine dernière avec l'exercice Bold Hussar, un exercice majeur conduit par la première brigade estonienne et mobilisant près de 1300 soldats et 300 véhicules du bataillon Battle Group, donc de l'Enhanced Forward Presence, EFP, dont des blindés lourds britanniques et danois, des Challenger 2 pour les Britanniques et des chars Léopard danois. Cet exercice, donc Bold Hussar, a permis de déclarer la pleine capacité opérationnelle de ce battle group, confirmant de fait sa capacité à conduire des opérations interarmes complexes dans un contexte de haute intensité. En Roumanie, cette fois-ci, du 10 au 14 octobre, au quartier général de la division multinationale Sud-Est, NMD-SE, l'équipe de contrôleurs aériens avancés, les JTAC, Joint Terminal Attack Controller, du bataillon, cette fois-ci sous commandement français, a participé à l'exercice d'état-major Dacian Summer. L'objectif était d'améliorer les différentes procédures au sein du centre opération de cette division multinationale. En parallèle, il y a eu plusieurs visites de hautes autorités, et notamment venues constater l'avancement des travaux du camp de Chinku, et le niveau aussi, et l'engagement des soldats dans ce renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'Alliance sur le flanc est de l'Europe. Ainsi, le 11 octobre, c'est le général d'armée aérienne français Philippe Lavigne, qui est le commandement suprême allié de la transformation de l'OTAN, SACTI. Il est venu, il a donc rencontré les nombreux contingents basés au camp militaire de Chinku. Le 12 octobre, ce sont les autorités nationales roumaines qui sont venues visiter les militaires déployés, notamment le président roumain, Klaus Iohannis, accompagné du Premier ministre, Nicolae Ionel Ciucă, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Le 13 et 14 octobre, le bataillon a reçu la visite du vice-amiral d'escadre Nicolas Vaujour, qui est le sous-chef opération de l'état-major des armées. Toujours sur le flanc est, un large spectre de missions aériennes au profit de l'OTAN, avec des Rafales et des ravitailleurs de l'armée de l'air et de l'espace, qui continuent d'assurer leur mission de surveillance et de défense aérienne sur ce même flanc est. Ces opérations aériennes sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. À noter que ces avions décollent de France et se reposent en France. Ces moyens participent également à des exercices interalliés de niveau avancé, montrant ainsi la parfaite interopérabilité de la France avec ses différents partenaires. Dans ce cadre, du 13 au 19 octobre, ont été menées 2 missions de Combat Air Patrol en Pologne, dans les cieux polonais, par une patrouille de Rafale ravitaillée en vol par un Phénix de l'armée de l'air et de l'espace. Un exercice interallié en Slovaquie mené par une patrouille de Rafale. Et une mission de ravitaillement par un A330 Phénix français au-dessus de la Hongrie et au-dessus de la Pologne, au profit d'une patrouille de F-18 américain. Enfin, il y a eu une mission de détection et de contrôle dans les cieux polonais par un AWACS, un E-3F français, donc un avion radar, ravitaillé par un C-135, un Boeing C-135 de l'armée de l'air et de l'espace. En ce qui concerne les mers de la région, dans la Manche, un exercice interallié qui s'appelait Joint Warrior et qui est intégré au Standing NATO Maritime Group 1, SNMJ 1,
le BCR, donc le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, était aux côtés d'un sous-marin d'attaque, un sous-marin nucléaire d'attaque, et du chasseur de mines tripartite CMT Pégase. Ils ont participé donc du 3 au 12 octobre à cet exercice Joint Warrior, organisé par le Royaume-Uni avec plus de 11 000 militaires des pays de l'OTAN, 45 navires et 30 aéronefs. Cet exercice multidomaine a donné lieu à des exercices de lutte antiaérienne, anti-surface, anti-sous-marine, par petits fonds, et aussi des opérations de ravitaillement à la mer. Cet entraînement permet d'évaluer la capacité opérationnelle de la composante maritime de la NATO's Response Force et toujours de renforcer notre interopérabilité entre nations alliées. En mer de Norvège et en mer du Nord, il s'est agi de sécurisation maritime au profit de l'Alliance, avec le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Garonne, qui a appareillé le 10 octobre pour opérer toujours au sein du SNMG 1. Il est actuellement en mer du Nord et il agit en coopération avec la marine norvégienne pour contribuer directement à la sécurisation des espaces maritimes et des installations énergétiques en Europe. Enfin, en mer Baltique et en mer du Nord, des missions de surveillance maritime, avec le 13 octobre, un avion de surveillance maritime Atlantique 2 qui a réalisé sa mission de surveillance et de reconnaissance au-dessus de la mer Baltique, puis de la mer du Nord, toujours sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Cette mission est intégrée aux mesures d'assurance de l'OTAN et a également permis à la France d'obtenir une appréciation autonome de la situation dans ces régions. Dans le golfe de Gascogne, une première campagne de maîtrise des fonds marins qui a été menée par la Marine nationale et qui s'appelle, cette campagne s'appelait Calliope. Il s'agissait d'explorer une première capacité pour surveiller le fond des océans en mettant en œuvre directement depuis le bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré le drone sous-marin Grand Fond Hugin Supérieur. Cette première campagne a permis d'assurer la reconnaissance et la surveillance de certains câbles sous-marins en faisant plonger le drone à plus de 4500 mètres de profondeur dans les plaines abyssales du golfe de Gascogne. Cette campagne Calliope s'inscrit en cohérence avec la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins et elle a atteint ses objectifs. Capacité à surveiller les infrastructures sensibles sur les fonds marins et affiner le concept d'emploi d'un drone de ce type par la Marine nationale. Elle a ainsi contribué à la montée en compétence des armées et à la poursuite des travaux capacitaires dans le domaine de la maîtrise des fonds marins. En Méditerranée centrale, le patrouilleur de haute mer Commandant Bouin poursuit ses patrouilles dans le cadre de l'opération de l'Union européenne Euronav Irini, aux côtés du bâtiment amiral, la frégate grecque Aegean et de la frégate italienne Foscari. En parallèle, un Falcon 50 de la Marine nationale est régulièrement déployé depuis la métropole en soutien de ces opérations. En Afrique, au Tchad, nous avons déclenché en urgence un soutien sanitaire le 16 octobre suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé qui a fait de nombreuses victimes civiles. Et donc, nous avons déclenché un plan qui s'appelle MASCAL, Massive Casualties, pour prendre en compte ces blessés. Ils ont été pris en compte par le pôle de santé unique du rôle 2 de la base aérienne projetée. Le 17 octobre, un A400M est venu d'Abidjan pour s'entraîner avec le détachement de transit interarmée aérien de la base aérienne de N'Djamena à la livraison par air. Et ils ont donc effectué un entraînement de ravitaillement par voie aérienne sur la zone technique opérationnelle extérieure du camp et de la base aérienne. Au Niger, des transferts d'autorité lors de la relève du groupement tactique logistique. Le 13 octobre, une cérémonie de transfert d'autorité entre le groupement tactique logistique GTLOG via Domitia 2 et le GTLOG Jura a eu lieu sur la base aérienne projetée de Niamey entre le colonel Grégoire Chéreau, chef de corps du 4e régiment du matériel descendant, et le colonel Guillaume Sachot, chef de corps du 6e régiment du matériel montant. En Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée,
il est temps pour l'exercice Grand African Nemo qui vous avait été présenté la semaine dernière par l'amiral de faire le bilan. Du 11 au 16 octobre, la frégate de surveillance Germinal, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et l'avion de surveillance maritime Falcon ont mené plusieurs entraînements avec les marines riveraines et partenaires du golfe de Guinée. Je vais vous donner quelques exemples sans tous les citer. Mais par exemple, une simulation par la frégate de surveillance Germinal d'un navire en activité de pêche illicite a résonné avec succès par la marine togolaise. Une action de lutte contre la piraterie en collaboration avec les marines sénégalaises et gambiennes. Une intervention des marines ghanéennes et ivoiriennes sur un acte de piraterie joué par la frégate de surveillance Germinal. Une lutte anti-pollution menée de concert par les marines béninoises, françaises et italiennes. Une reprise de vive force menée par des forces marocaines et sénégalaises sur le PHA Tonnerre, qui simulait un navire. Et enfin, un sauvetage en mer avec l'appui du Falcon 50, un appui aux marines marocaines et sénégalaises. Mais cet exercice n'est pas que de la simulation, puisqu'il a été marqué par 2 actions réelles, illustrant parfaitement sa vocation. Le 13 octobre, ainsi, le Falcon 50 a suspendu sa participation à l'exercice sur demande du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest pour relocaliser un navire de pêche en difficulté avec 7 personnes à son bord, sous coordination du Maritime Rescue Coordination Center de Monrovia. Il a ensuite guidé un navire de commerce croisant à proximité afin qu'il porte assistance aux pêcheurs. Et le 15 octobre, toujours sur demande, et cette fois-ci du Centre des opérations maritimes d'Abidjan, la frégate Germinal et son hélicoptère Dauphin ont procédé à la localisation d'une pirogue suspectée de trafic de stupéfiants et au guidage d'un patrouille ivoirien pour une interception. Donc cet exercice Grand African Nemo 2022 a été extrêmement riche en échanges, a rempli son objectif d'accroître la coopération entre les marines riveraines et partenaires en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée et de resserrer les liens qui unissent la France et ses partenaires africains. Au Proche et Moyen-Orient, tout d'abord avec l'opération Damin, un renforcement de l'interopérabilité par l'intermédiaire d'un exercice de déploiement qui s'appelait Resilient Link au siège de la FINUL, de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Il s'agissait de vérifier les capacités de mise en œuvre d'un poste de commandement avancé par les spécialistes en systèmes d'information et de communication. Ce PC franco-finlandais de la FCR a été déployé aux côtés des PC de l'état-major de la FINUL et des secteurs Est et Ouest de l'opération. Pour l'opération Chamal, un large spectre de missions aériennes au profit de la coalition, avec des rafales de la base aérienne projetée au Levant, qui ont poursuivi leurs actions en effectuant 12 sorties dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, défense et surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte d'appui-feu, Close Air Support, et reconnaissance menée au Moyen-Orient au profit de la coalition. Le 11 octobre 2022, 2 rafales de cette même base aérienne projetée ont effectué une mission PNI, donc Partner Nation Integration, au profit de 2 F-16 irakiens dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, OIR. Cet entraînement conjoint permet aux équipages des 2 nations de renforcer leur interopérabilité. Sur la mer, la frégate de type Lafayette FLF Aconit poursuit son déploiement en océan Indien, où elle mène des patrouilles en soutien direct de l'opération de l'Union européenne Atalante, une opération de lutte contre la piraterie et les trafics illicites. L'Aconit bénéficie du soutien d'un avion de patrouille maritime Atlantique 2 qui a effectué 2 vols opérationnels cette semaine. Je rajoute la frégate de surveillance Nivose, qui, depuis le 9 octobre, mène des patrouilles maritimes au large de la Somalie, en soutien direct de la CTF 150, donc Combined Task Force 150. Sur le territoire national, enfin, un bilan de la préparation opérationnelle interalliée à la haute intensité avec l'exercice majeur de l'armée de l'air Volfa, qui s'est déroulé du 26 au 14 octobre sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. 22 raids aériens complexes, représentant plus de 550 sorties, et 1100 heures de vol ont été menées par près de 60 aéronefs,
avec 7 nations partenaires. Volfa a ainsi permis de contribuer à la préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, de confirmer sa capacité à conduire des opérations de haute intensité en milieu contesté et de renforcer l'interopérabilité entre partenaires et alliés. Et je vais terminer ce tour d'horizon par un point sur les annonces du président de la République et du ministre qui ont rappelé la volonté de la France de poursuivre le soutien de l'Ukraine par des cessions de matériel militaire et des propositions de formation des forces armées ukrainiennes. Et comme ça a été souligné à nouveau par le ministre des Armées le 16 octobre, ce soutien militaire de longue durée et à haute valeur ajoutée a été conduit dans la discrétion pour préserver les Ukrainiens, d'une part, et d'autre part, les formateurs, donc nos militaires français, qui conduisent ces formations. Ce soutien se traduit par la fourniture de capacités opérationnelles complètes et par des formations évolutives qui s'adaptent dans le temps aux besoins exprimés et qui seront exprimés par les forces armées ukrainiennes. J'ai terminé ce tour d'horizon et je suis prêt à répondre à vos questions. Colonel Daphné Benoît de l'AFP. J'avais justement deux questions sur les formations d'Ukrainiens. Tout d'abord, est-ce que vous avez justement d'ores et déjà reçu des demandes spécifiques de la part des Ukrainiens? Avez-vous une idée de la date d'arrivée des premiers Ukrainiens dont on a dit qu'on allait en former 2000? Et par ailleurs, il me semble que nous avions parlé, qu'il était question peut-être de former par des militaires français, des Ukrainiens en Pologne. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que cette formation d'Ukrainiens sur notre sol met un terme à cette éventualité? Et au sujet de l'Afrique, j'aurais une question sur la République centrafricaine. Il semblait que le dernier contingent français était sur le point de partir, en tout cas qu'il allait se retirer dans les prochaines semaines, ou au moins d'ici la fin de l'année. Il semblerait que ce plan soit désormais échangé et que ces Français devraient rester beaucoup plus longtemps que cela en République centrafricaine. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, s'il vous plaît? Et pourquoi? Très bien. Merci, Madame Benoît. Je vais commencer par le dernier point, par la RCA. Vous parlez donc de la mission logistique qui se trouve à Bangui, sur le camp de Mpoko, et qui soutient, dans le domaine de la logistique et de la protection du camp notamment, les unités et les éléments insérés dans les missions multinationales en Centrafrique. Cette MISLOG est donc directement liée aux missions de coopération avec les forces armées centrafricaines qui ont été suspendues depuis un an, et au niveau national, et par la France, et par les missions multinationales, notamment celles de l'Union européenne. La question de la pérennité de la MISLOG est posée. Il n'y a pas de calendrier et nous ne sommes pas prononcés sur un calendrier de ce désengagement. Ensuite, sur la formation des Ukrainiens. Alors, plusieurs questions dans votre question. La première concerne les dates en fait, de formation de ces différentes on va dire contingents ou spécialités. Elles sont planifiées, elles sont étudiées en fonction des besoins ukrainiens, elles sont étudiées aussi en fonction des disponibilités des unités de formation, des camps d'entraînement, des écoles de formation. Je ne vais pas vous donner de date précise pour les raisons de discrétion encore que j'évoquais précédemment. Mais évidemment que ce sont des créneaux qui sont étudiés de manière bilatérale et donc qui s'inscrivent dans un planning, tout à fait. Et votre dernière question était sur la formation en Pologne et qui est là plus relative, il me semble, aux décisions ou en tout cas à l'initiative européenne de mission d'assistance de l'Union européenne
aux forces, enfin à l'Ukraine, pardon. Et cette décision vient d'être prise en Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lundi. Et donc nous étudions effectivement comment est-ce qu'on la met en œuvre. Mais pour l'instant, les demandes bilatérales étaient étudiées sur le territoire national. Laura Pouget, LCI-TF1, toujours sur cette aide apportée aux Ukrainiens, sur ces formations. Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail du type de formation, parce que j'imagine qu'il y a un éventail, des choses différentes. Alors, les formations, elles sont de deux ordres, en fait, aux Ukrainiens. Elles sont, d'une part, liées à la maintenance et à la mise en œuvre de matériel précis, à haute valeur technologique, par exemple. Et la deuxième, alors par exemple dans le domaine de l'artillerie, vous avez entendu parler des canons César, et ben voilà, ça en fait partie. La deuxième, on va dire, physionomie de ces formations, c'est des formations plus de spécialistes. Le ministre a parlé notamment de logistique dans son entretien. On peut aussi être amené à répondre à des besoins spécifiques. C'est bien les forces armées ukrainiennes qui expriment un besoin auquel on répond. Par exemple, dans le domaine de la médecine de guerre, de soins au combat. Par exemple, dans le domaine de la... alors EOD, Explosive Ordnance Disposal, ce qui en français se traduit par neutralisation et destruction d'engins explosifs. Voilà. Donc voilà, ces deux exemples de formations qui sont vraiment relatifs à des spécialistes ou des spécialités demandées par l'armée ukrainienne. William Molinier, Europe 1. Mon colonel, vous avez parlé de Chinku, où les travaux avancent. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, l'avancée en tout cas des travaux? Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette base? Merci. Alors, Chinku, c'est un camp, une caserne roumaine. Donc, en revanche, il y a des travaux qui ont été décidés et menés, notamment par un détachement du génie de l'armée française, et qui vise à construire un camp qui est susceptible d'accueillir les 1000 hommes du bataillon, du battle group, tel qu'il sera à terminaison. Et ces travaux ont débuté à l'été, au début de l'été, et sont en passe d'être terminés. Donc ils seront prêts notamment à recevoir les premiers éléments du bataillon blindé que nous allons projeter dans les mois qui viennent. Pascal Saint-Mamin, BFM. J'ai deux questions. D'une part, la presse britannique évoque une coupure de cap sous-marin entre les îles Shetland et le continent. J'aimerais savoir si vous avez eu cette information, si vous la confirmez, et s'il y a d'autres cas que vous auriez détectés. Et la deuxième question, c'est l'armée espagnole qui envoie en Ukraine des générateurs électriques. Est-ce que la France a l'intention d'appuyer l'Ukraine sur la crise énergétique suite au bombardement des infrastructures? Merci. Alors, M. Samama, je n'ai pas de commentaire à faire ni sur l'un ni sur l'autre de ces deux points. Y a-t-il des questions en ligne? Apparemment, pas de questions au téléphone. Moi, j'avais peut-être une autre question pour faire un point, parce que vous avez parlé des canons César. Est-ce qu'on peut me redonner quelques chiffres sur l'armement qui va être livré à venir? Ça, vous pouvez le faire, me redonner quelques éléments sur peut-être les dernières livraisons qui vont avoir lieu? Je ne vais pas me prononcer sur les livraisons à venir. Non, mais ce qui est en cours, je veux dire. Alors, il a été livré à l'Ukraine de l'artillerie, dont les 18 César que vous mentionnez, également du matériel, ce qu'on appelle du combattant, des protections, des casques, des gilets pare-balles, des effets, du matériel de secours, par exemple.
Dans le domaine de l'armement, on a dit de l'artillerie, des missiles antiaériens, des missiles anti-chars, des véhicules type VAB aussi, donc des véhicules de l'avant blindé, et aussi des munitions de tout calibre qui doivent satisfaire les matériels qui ont été livrés. Évidemment, c'est des capacités, comme je vous le disais, complètes. S'il n'y a plus de questions, nous mettons un terme à ce point presse et remercions d'y avoir assisté.